Ce document est produit par l'Université Joseph Fourier Grenoble 1 en collaboration avec la région Rhône-Alpes et l'Université numérique francophone des sciences de la santé et du sport. Bonjour, aujourd'hui nous allons détailler l'ovogénèse, qui est le processus de production du gamète femelle fécondable ou ovocyte, processus qui se déroule au sein du follicule ovarien, et nous verrons ensuite la fusion de cet ovocyte avec le spermatozoïde pour donner naissance à un œuf fécondé. Nous allons tout d'abord voir quelques généralités sur l'ovaire et sur son fonctionnement cyclique. Comme les testicules, les ovaires assurent deux fonctions qui sont de la puberté à la ménopause, une fonction exocrine, c'est-à-dire la croissance, la maturation et la libération d'un ovocyte prêt à être fécondé, et puis une fonction endocrine de sécrétion des hormones sexuelles qui sont les œstrogènes et la progestérone. Dans le chapitre 1, nous avons vu que les deux fonctions endocrines et exocrines du testicule étaient assurées de manière continue à partir de la puberté et qu'elles étaient portées par deux structures différentes, les tubes séminifères et les cellules de Leydig. Dans l'ovaire, les deux fonctions sont assurées par la même unité fonctionnelle, qui est le follicule ovarien qui renferme l'ovocyte, et elles s'exercent de façon cyclique. L'ensemble des modifications cycliques de l'ovaire constitue le cycle ovarien et tous les cycles génitaux féminins sont la conséquence de ce cycle ovarien, en particulier le cycle menstruel. Le cycle menstruel est défini comme l'intervalle de temps entre deux menstruations successives. Il débute par convention par le premier jour des règles, ou J1, et il dure environ 28 jours. Il est divisé en trois phases. Une première phase qui est la phase folliculaire ou phase préovulatoire, qui conduit à l'ovulation. L'ovulation au 14e jour du cycle, qui correspond à la libération d'un ovocyte mature dans la trompe. Et puis la troisième phase, post-ovulatoire, qu'on appelle la phase lutéale ou phase progestative, qui prépare l'utérus à la nidation. Les ovaires sont des organes ovoïdes pairs entourés par une enveloppe de nature conjonctive qu'on appelle l'albuginée. Chaque ovaire est divisé en deux régions. Une région centrale, qu'on appelle la région médulaire, richement vascularisée et innervée, et puis une région périphérique qu'on appelle la région corticale ou cortex ovarien. Cette région renferme les follicules ovariens à différents stades de maturation et leurs dérivés. Les follicules ovariens sont des structures cellulaires sphériques qui contiennent un ovocyte et qui jouent un rôle endocrine. Quels sont les différents stades de maturation des follicules gamétogènes au sein du cortex ovarien? Le premier stade est le follicule primordial, qui renferme un ovocyte bloqué en prophase de première division méiotique, qui est représenté en vert sur ce schéma. Les follicules primordiaux constituent le pool de réserve des follicules. Il est constitué de manière définitive pendant la vie intra-utérine. À partir de la puberté, un certain nombre de follicules primordiaux sort du pool de réserve et entre dans un processus de croissance qu'on appelle la folliculogénèse. La croissance des follicules est caractérisée par une augmentation progressive du volume folliculaire associée à sa maturation. Le follicule est dit primaire, puis secondaire, puis une cavité se creuse au sein du follicule que l'on qualifie à ce stade de follicule tertiaire ou cavitaire ou antral. Le follicule arrivé au terme de son développement, prêt à ovuler, est le follicule préovulatoire ou follicule de De Graaf. À noter qu'il existe une forte atrésie des follicules à toutes les étapes de la folliculogénèse. L'ovulation a lieu au 14e jour du cycle avec la rupture des parois de l'ovaire et du follicule ovulatoire. L'ovocyte, qui a subi une maturation qui le rend apte à être fécondé, est émis à la surface de l'ovaire et il est aspiré par le pavillon de la trompe. Le follicule ovulatoire qui s'est rompu se transforme en corps jaune ou corps lutéal qui sécrète les hormones stéroïdiennes ovariennes, c'est-à-dire les œstrogènes et la progestérone en deuxième partie de cycle. En l'absence de fécondation, le corps jaune dégénère au bout de 12 jours environ sous forme de corpus albicans. Ce phénomène de dégénérescence s'appelle la lutéolyse. En cas de grossesse, le corps jaune persiste pendant 3 mois environ et prend le nom de corps gestatif. À partir de la puberté, le cycle ovarien est sous contrôle neuro-endocrinien.
L'hypothalamus sécrète de manière pulsatile la GnRH ou LHRH ou gonadolibérine. La GnRH, comme son nom l'indique, stimule la sécrétion par l'antéhypophyse des hormones gonadotropes ou gonadotropines, la FSH ou hormone folliculostimulante et la LH ou hormone lutéinisante. La sécrétion des gonadotropines hypophysaires est également cyclique et pulsatile. C'est l'amplitude et la fréquence des pulses de GnRH qui déterminera les variations de sécrétion en gonadotropines que vous pouvez observer sur la courbe du dessus. Les gonadotropines agissent sur les fonctions endocrines et exocrines des ovaires, plus spécifiquement sur les follicules ovariens en croissance et sur le corps jaune. Au cours de la phase folliculaire, donc première partie de cycle, la croissance et la maturation des follicules est sous l'influence de la FSH hypophysaire. Les follicules en croissance ou en atrésie sécrètent les œstrogènes qui induisent la prolifération de l'endomètre utérin, la muqueuse qui recouvre la cavité utérine. Aux environs du 14e jour du cycle, plus précisément 36 heures avant l'ovulation, apparaît un pic de sécrétion des gonadotropines hypophysaires, en particulier un pic de LH qui déclenche l'ovulation. C'est le pic ovulatoire. En phase lutéale, les taux de FSH et de LH diminuent rapidement et le follicule ovulatoire qui s'est rompu se transforme en corps jaune. Le corps jaune sécrète la progestérone qui prépare l'endomètre à l'anidation. Nous allons maintenant détailler la folliculogénèse. La folliculogénèse correspond aux différentes étapes de développement du follicule au sein du cortex ovarien, depuis le moment où il sort de sa réserve constituée pendant la vie intra-utérine, donc le stade de follicule primordial, jusqu'à sa rupture au moment de l'ovulation ou son involution par atrésie. L'atrésie correspond à la régression du follicule jusqu'à sa disparition complète dans le stroma ovarien. Il existe une très forte dégénérescence puisque 99,9% des follicules s'atrésient par apoptose. La folliculogénèse est un processus continu à partir de la puberté, puisque chaque jour du cycle menstruel, des follicules entrent en phase de croissance, et ceci jusqu'à la ménopause. Nous allons maintenant décrire l'aspect histologique des deux grands types de follicules, les follicules primordiaux qui constituent le pool de réserve, et les follicules qui entrent en croissance à partir de la puberté. Le follicule primordial est le plus petit des follicules. Il est constitué d'un ovocyte de petite taille dont le noyau est bloqué en prophase de première division méiotique. Cet ovocyte est entouré d'une seule couche de cellules folliculeuses aplaties qu'on qualifie d'endothéliformes. Le stock définitif, qui est constitué de plusieurs millions de follicules primordiaux, est atteint vers le 7e mois de la vie intra-utérine. Ce stock s'épuisera progressivement jusqu'à la ménopause. Le follicule primaire a un diamètre légèrement augmenté par rapport au follicule primordial. Il est caractérisé par deux phénomènes. Premier phénomène, la transformation des cellules folliculeuses qui entourent l'ovocyte en cellules cubiques. Deuxièmement, l'apparition autour de l'ovocyte d'une matrice glycoprotéique qu'on appelle la zone pellucide. Le follicule est qualifié de secondaire dès que la multiplication des cellules folliculeuses constitue une deuxième couche autour de l'ovocyte. L'ensemble des cellules folliculeuses constitue le massif de la granulosa. Le diamètre du follicule augmente progressivement du fait de la multiplication des cellules folliculeuses jusqu'à environ 180 microns. Au terme de son développement, s'ébauche une structure qu'on appelle la thèque interne qui produit les œstrogènes. Les cellules folliculeuses sécrètent un liquide folliculaire riche en acide hyaluronique. L'accumulation de l'acide hyaluronique entraîne la formation de petites cavités dans la granulosa qui progressivement confluent en une cavité unique remplie de liquide folliculaire qu'on appelle l'antrome ou cavité antrale. Le follicule est qualifié de tertiaire lorsque l'antrome commence à se différencier. Le diamètre du follicule augmente beaucoup au cours de cette phase du fait de la multiplication cellulaire intense, mais également de l'accumulation de liquide dans la cavité antrale. Dès l'apparition de cette cavité, le follicule présente de la périphérie vers le centre la thèque externe, qui est un tissu conjonctif de soutien, la thèque interne, le massif de la granulosa, et l'ovocyte 1 entouré d'un massif des cellules de la granulosa qu'on appelle le cumulus oophorus ou cumulus proligère.
Le follicule préovulatoire ou follicule mûr ou follicule de De Graaf. Au terme de son développement, le follicule de De Graaf atteint un diamètre d'environ 2 cm. Il est constitué d'une cavité antrale volumineuse qui est bordée par la granulosa. L'ovocyte est toujours bloqué en prophase de première division méiotique. Il fait saillie dans l'antrome et il est rattaché à la granulosa par le cumulus oophorus qui devient de plus en plus fin au fur et à mesure que l'antrome grandit. La couche de cellules folliculeuses directement en contact avec la zone pellucide de l'ovocyte s'appelle la corona radiata. Nous allons maintenant nous intéresser à la dynamique et à la cinétique de la folliculogénèse. Vous avez ici représenté plusieurs cycles menstruels successifs avec les sécrétions des gonadotropines hypophysaires en bas et les sécrétions des stéroïdes ovariens en haut. Intéressons-nous à l'histoire du follicule ovulatoire de ce cycle menstruel. Il est sorti du pool de réserve des follicules primordiaux plusieurs mois auparavant. L'entrée en folliculogénèse des follicules primordiaux se fait par vagues de quelques dizaines de follicules chaque jour, et ceci à tout moment du cycle menstruel. Mais le follicule ovulatoire d'un cycle donné est issu d'un groupe de follicules préantraux particuliers qu'on appelle les follicules privilégiés. Ces follicules se sont formés 85 jours auparavant, plus précisément en début de phase lutéale du 3e cycle précédant le cycle ovulatoire. Pour tous les autres follicules préantraux formés à d'autres moments du cycle, c'est l'atrésie. Au cycle suivant, en fin de phase folliculaire, la cavité antrale apparaît au sein des follicules privilégiés. Il reste 60 jours avant l'ovulation. En fin de phase lutéale du cycle qui précède le cycle ovulatoire, il y a entrée en croissance terminale d'un groupe de follicules cavitaires privilégiés qui sont dépendants à la FSH. Ce phénomène s'appelle le recrutement. Pendant la première partie du cycle ovulatoire, entre J1 et J6, la croissance de la cohorte de follicules recrutés se poursuit de façon inégale et un des follicules se développe plus rapidement que les autres. On parle de sélection du follicule dominant. Le follicule dominant est le follicule qui est destiné à ovuler parmi la cohorte des follicules qui ont été recrutés. En deuxième période de phase folliculaire, entre J7 et J14, le follicule dominant poursuit sa croissance alors que tous les autres follicules de la cohorte régressent par atrésie. C'est la dominance. L'âge féminin joue un rôle fondamental sur la dynamique de la folliculogénèse. Ce tableau donne le nombre de follicules primordiaux et de follicules en croissance par ovaire en fonction de l'âge de la femme. Ces chiffres ne sont pas à retenir. Le stock de follicules primordiaux est estimé à 500 000 à la naissance, 100 000 à l'âge de 20 ans, 10 000 à 40 ans et plus qu'une centaine lorsque la ménopause survient. Donc, on constate un épuisement constant et régulier de la réserve folliculaire, épuisement qui s'accélère après l'âge de 38 ans. De la même manière, le nombre de follicules qui quittent le pool de réserve chaque jour diminue avec l'âge. Chez la jeune femme de 20 ans, chaque ovaire contient une centaine de follicules en croissance, alors que chez la femme de 40 ans, il n'y en a plus que 20. Donc on constate une diminution progressive de l'entrée en croissance des follicules avec l'âge de la femme. La notion de l'âge de la femme est donc fondamentale quand on s'intéresse à la fertilité féminine. Nous allons maintenant détailler l'ovogénèse. L'ovogénèse ou gamétogénèse femelle est la différenciation des cellules germinales femelles en ovocytes, c'est-à-dire en gamètes femelles fécondables. Elle est indissociable de la folliculogénèse que nous venons de détailler, puisque la croissance et la maturation de l'ovocyte s'effectuent au sein du follicule ovarien qui le renferme. L'ovogénèse, contrairement à la spermatogénèse, est un processus discontinu depuis la vie fœtale jusqu'à la ménopause. L'ovogénèse débute pendant la vie fœtale avec la transformation des cellules germinales primordiales en ovogonies. Les ovogonies se multiplient par mitose jusqu'au 3e, 5e mois de la vie fœtale et au terme de leur multiplication, elles sont entourées par une couche de cellules folliculeuses pour constituer les follicules primordiaux. Après la réplication d'ADN, les ovogonies deviennent des ovocytes primaires qui entament leur première division méiotique, mais la méiose se bloque très rapidement en prophase 1. À ce stade, le noyau présente un aspect particulier avec une chromatine diffuse et fine. C'est ce qu'on appelle le noyau dictié
aux vésicules germinatives. Le blocage de la méiose en prophase 1 sera maintenu pendant toute la croissance ovocytaire et ne sera levé qu'au moment de la puberté, lors de chaque cycle ovulatoire, sous l'action du pic des hormones gonadotropes FSH et surtout LH. À partir de la puberté, l'ovocyte entame une phase de croissance au sein des follicules gamétogènes en cours de folliculogénèse. Cette croissance est caractérisée par une augmentation du diamètre de l'ovocyte et par une intense activité de synthèse d'ARN et de protéines. 36 heures avant l'ovulation, le pic de LH entraîne une maturation de l'ovocyte contenu dans le follicule de De Graaf, qui le rend apte à être fécondé. Cette étape de maturation est à la fois cytoplasmique et nucléaire. La maturation cytoplasmique est caractérisée par une synthèse protéique intense et par la migration des granules corticaux sous la membrane plasmique ovocytaire. Les granules corticaux sont des petites vésicules originaires de l'appareil de Golgi qui jouent un rôle dans le blocage de la polyspermie, c'est-à-dire la fécondation de l'ovocyte par plusieurs spermatozoïdes. La maturation nucléaire est caractérisée par une reprise de la méiose ovocytaire qui était bloquée en prophase 1. Cette reprise de la méiose a lieu tous les 28 jours et ne concerne qu'un seul follicule, celui qui a terminé sa croissance, c'est-à-dire le follicule de De Graaf. L'ovocyte achève la méiose 1, émet son premier globule polaire et entre en méiose 2 sans réplication d'ADN préalable. Il passe la prophase 2, puis se bloque de nouveau en métaphase de deuxième division méiotique. Au moment de l'ovulation, l'ovocyte bloqué en métaphase 2 est émis à la surface de l'ovaire, entouré de la corona radiata et de son cumulus, et il est aspiré par la trompe. La méiose ovocytaire ne s'achèvera que si l'ovocyte est fécondé par le spermatozoïde. Au 7e mois de la vie fœtale, le stock définitif et maximal de follicules primordiaux est atteint, soit 7 millions. À partir du 7e mois de la vie fœtale, jusqu'à la ménopause, on assiste à une forte dégénérescence ovocytaire en raison d'un processus d'atrésie qui affecte les ovocytes à différents stades de leur développement. Le nombre d'ovocytes est estimé à 1 million à la naissance, puis 400 000 à la puberté. À partir de 38 ans, la dégénérescence s'accélère jusqu'à la disparition complète des ovocytes à la ménopause. On va revenir maintenant un peu plus en détail sur la méiose ovocytaire. L'ovocyte 1 est constitué d'un volumineux cytoplasme qui renferme un noyau dictié, diploïde, bloqué en prophase 1, qu'on appelle la vésicule germinative. Le pic de LH, à chaque cycle ovulatoire, entraîne une reprise de la méiose ovocytaire au sein du follicule de De Graaf. L'ovocyte passe en métaphase 1, puis en anaphase 1, au cours de laquelle il y a ségrégation aléatoire des chromosomes homologues. Un lot de chromosomes est retenu dans l'ovocyte, l'autre est expulsé dans le premier globule polaire. Après la télophase, l'entrée en méiose 2 est immédiate, sans réplication d'ADN préalable, puis la méiose s'arrête de nouveau, en métaphase de deuxième division méiotique. L'ovocyte 2 est donc constitué d'un volumineux cytoplasme qui renferme un noyau haploïde bloqué en métaphase 2 et d'un globule polaire également haploïde. Le globule polaire se présente, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive, comme une petite cellule qui est dépourvue de cytoplasme et qui est coincée entre le cytoplasme ovocytaire et la zone pellucide, dans l'espace périvitellin. La méiose ovocytaire ne s'achèvera que si l'ovocyte 2 est fécondé par un spermatozoïde. Il n'y a donc pas à proprement parler d'ovule, qui serait l'équivalent du spermatozoïde chez la femme. La fécondation permet la reprise et l'achèvement de la méiose 2 avec émission du deuxième globule polaire dans l'espace périvitellin et la formation des pronoyaux qui correspondent aux noyaux des gamètes mâles et femelles avant qu'ils ne fusionnent. En l'absence de fécondation, l'ovocyte 2 n'achèvera jamais la méiose et il dégénère rapidement en quelques heures. Il y a deux différences importantes entre la méiose ovocytaire et la méiose spermatocytaire. Première différence, il n'y a pas de formation de vésicule sexuelle au cours de la méiose ovocytaire puisque les deux chromosomes X s'apparient comme les autosomes. Deuxième différence, lors de l'ovogénèse, chaque division méiotique est asymétrique, ce qui aboutit à la production d'une cellule germinale volumineuse et d'un noyau qui va dégénérer, qui est le globule polaire.
Cette asymétrie de division cytoplasmique permet de conserver le grand volume de cytoplasme dans la cellule germinale fécondable et donc d'assurer le maintien dans l'œuf fécondé de la quasi-totalité des molécules qui ont été stockées lors de la croissance ovocytaire et qui sont nécessaires au développement précoce de l'embryon. Nous avons vu comment l'ovocyte était synthétisé et libéré dans la trompe utérine au moment de l'ovulation. Nous allons maintenant détailler la rencontre de cet ovocyte avec le spermatozoïde. La fécondation est la fusion de deux cellules haploïdes issues de la méiose, le gamète mâle mature, c'est-à-dire le spermatozoïde, et le gamète femelle mature, l'ovocyte, bloqué en métaphase de deuxième division méiotique. Cette fusion aboutit à une cellule unique diploïde, l'œuf fécondé ou zygote. La fécondation répond dans l'espèce humaine à des conditions chronologiques et topographiques précises. Du point de vue chronologique, il existe une période de fécondabilité, c'est-à-dire une période du cycle menstruel pendant laquelle un rapport sexuel peut être fécondant et suivi d'une grossesse. Cette période de fécondabilité dépend de la date d'ovulation, par convention J14, mais qui peut varier selon les femmes, et de la durée de vie des gamètes. On estime que la survie du spermatozoïde est de 3 à 5 jours après pénétration dans la glaire cervicale, alors que la survie de l'ovocyte est de plus courte durée puisqu'elle est de 12 à 24 heures maximum après avoir été émis dans la trompe. Les spermatozoïdes éjaculés ne sont pas directement fécondants. Ce pouvoir fécondant est acquis lors de leur transit dans les voies génitales féminines. C'est ce qu'on appelle la capacitation des spermatozoïdes. Lors d'un rapport sexuel, il y a dépôt au fond du vagin de plusieurs dizaines de millions de spermatozoïdes en suspension dans le liquide séminal ou plasma séminal, qui doit être éliminé car il empêche la capacitation. Le liquide séminal est essentiellement constitué des sécrétions des glandes annexes, c'est-à-dire les vésicules séminales et la prostate. Le liquide séminal est éliminé lors du transit des spermatozoïdes dans le col de l'utérus, qui sécrète la glaire cervicale. La glaire cervicale est un mucus glycoprotéique qui laisse pénétrer les spermatozoïdes en période périovulatoire et qui joue un rôle très important dans leur capacitation. Dans le col utérin, un grand nombre de spermatozoïdes pénètrent dans les cryptes du col, qui constituent un premier lieu de stockage pour les spermatozoïdes, à partir duquel ils sont progressivement libérés. Les spermatozoïdes qui n'ont pas pénétré la glaire cervicale sont rapidement détruits par l'acidité vaginale. Ils remontent ensuite progressivement dans le tractus génital féminin et vont être capacités grâce aux sécrétions utérines et tubaires. Ils sont présents à titre d'exemple dans la cavité utérine dans les minutes qui suivent le rapport et ils atteignent les trompes environ 30 minutes après. Il existe un deuxième lieu de stockage des spermatozoïdes au niveau de l'isthme tubaire où les spermatozoïdes sont immobilisés et libérés par vagues d'une dizaine. Ils finissent par traverser la trompe dans toute sa longueur et s'accumulent dans le cul-de-sac de Douglas. La rencontre proprement dite du spermatozoïde avec l'ovocyte en métaphase de deuxième division méiotique a lieu dans le tiers externe de la trompe. La capacitation des spermatozoïdes correspond à des modifications à la fois structurales et fonctionnelles qui permettent aux spermatozoïdes l'acquisition de la fécondance, c'est-à-dire de sa capacité à féconder l'ovocyte. Des substances sécrétées par l'épididyme et les glandes annexes se fixent sur les spermatozoïdes lors de leur transit dans les voies génitales masculines, puis lors de l'éjaculation. Ces substances bloquent la capacité des spermatozoïdes à féconder l'ovocyte et donc elles doivent être éliminées. L'élimination du liquide séminal lors du passage du col utérin ne lève que partiellement ce blocage. Et ce sont en fait les sécrétions utérines et tubaires qui jouent un rôle majeur dans la capacitation. Ce phénomène de capacitation peut être reproduit in vitro en éliminant le liquide séminal par centrifugation douce sur milieu riche en protéines. Au niveau moléculaire, la capacitation est caractérisée par des changements importants au niveau de la membrane plasmique du spermatozoïde. On peut citer notamment le relargage de protéines de surface, la perte de résidus glucidiques de certaines protéines intramembranaires, ou alors l'élimination d'une partie du cholestérol libre. Ces modifications de la membrane plasmique du spermatozoïde ont plusieurs conséquences. Premièrement, elles entraînent l'externalisation de récepteurs spermatiques qui permettront la fixation du spermatozoïde à la zone pellucide de l'ovocyte.
Deuxièmement, il prépare le spermatozoïde à la réaction acrosomique que l'on va détailler un peu plus loin, grâce à une redistribution de protéines au niveau périacrosomique et également à des changements lipidiques qui rendent possible la rupture de l'acrosome. Enfin, troisièmement, la capacitation modifie la mobilité du spermatozoïde qui devient circulaire alors qu'elle était linéaire dans le sperme éjaculé. Ce mouvement caractéristique, qui est qualifié d'hyperactif, facilite la pénétration de la zone pellucide. Une fois le spermatozoïde capacité, il devient fécondant. Il traverse le cumulus oophorus qui entoure l'ovocyte et interagit avec lui. On peut schématiquement diviser l'interaction gamétique en 5 étapes. Première étape, reconnaissance et fixation du spermatozoïde à la zone pellucide. Le spermatozoïde se fixe à la zone pellucide grâce à des récepteurs qui sont hautement spécifiques d'espèce. Les spermatozoïdes d'une espèce animale ne peuvent pas se fixer à la zone pellucide des œufs d'une autre espèce. Deuxième étape, l'adhésion à la zone pellucide déclenche la réaction acrosomique. Vous voyez ici à gauche un spermatozoïde avant la réaction acrosomique avec le noyau en rose, l'acrosome en rouge et la membrane plasmique en gris. La fixation du spermatozoïde à la zone pellucide entraîne l'ouverture de canaux calciques et donc un afflux de calcium intracellulaire dans le spermatozoïde. Cet afflux calcique entraîne la fusion de la membrane externe de l'acrosome avec la membrane plasmique du spermatozoïde, ce qui entraîne la formation de vésicules acrosomiales et de trous au travers desquels le contenu de l'acrosome est libéré, en particulier des enzymes acrosomiales. Une fois la réaction acrosomique terminée, le spermatozoïde abandonne à la surface de la zone pellucide les vésicules acrosomiales et sa membrane acrosomique interne se trouve directement en contact avec la zone pellucide. Seule la cape post-acrosomique reste intacte. Troisième étape de l'interaction gamétique. Grâce aux enzymes acrosomiales libérées lors de la réaction acrosomique et en particulier à l'acrosine, le spermatozoïde creuse une cavité à l'intérieur de la zone pellucide et sa tête pénètre grâce au battement flagellaire et au mouvement hyperactif acquis lors de la capacitation. Il traverse la zone pellucide jusque dans l'espace périvitellin. Il y a alors fusion immédiate des membranes plasmiques de l'ovocyte et du spermatozoïde au niveau de la cape post-acrosomique. Le début de la fusion des membranes plasmiques du spermatozoïde et de l'ovocyte déclenche une décharge intracellulaire massive de calcium à partir des réserves ovocytaires. Cette décharge se propage en quelques secondes à l'ensemble de l'ovocyte, ce qui déclenche son activation. L'activation ovocytaire a 4 conséquences. Premièrement, l'incorporation rapide et complète du spermatozoïde, y compris la pièce intermédiaire et le flagelle qui disparaîtront ensuite. Deuxièmement, la réaction corticale. Les granules corticaux, qui sont alignés sous la membrane plasmique de l'ovocyte, fusionnent avec celle-ci et libèrent leurs enzymes hydrolytiques dans l'espace périvitellin par exocytose. Ces enzymes modifient la structure de la zone pellucide et la rendent imperméable à d'autres spermatozoïdes, ce qui induit un blocage de la polyspermie. Troisièmement, la reprise et l'achèvement de la deuxième division méiotique avec émission du deuxième globule polaire dans l'espace périvitellin et la décondensation des 23 chromosomes ovocytaires qui s'entourent d'une enveloppe nucléaire pour constituer le pronoyau ou pronucléus femelle qui est haploïde. Enfin, quatrièmement, la transformation du spermatozoïde. À l'exception du noyau et de quelques mitochondries, tous les composants du spermatozoïde sont détruits. L'enveloppe nucléaire disparaît et la chromatine est décondensée en moins d'1 heure par plusieurs facteurs ovocytaires. Une nouvelle enveloppe nucléaire apparaît avec formation du pronoyau mâle qui est également haploïde. L'interaction gamétique aboutit donc à la formation de l'œuf fécondé ou zygote qui a une taille identique à celle de l'ovocyte au moment de sa fécondation. Cet œuf fécondé est constitué de 2 pronoyaux, le pronoyau mâle et le pronoyau femelle qui contiennent chacun 23 chromosomes, et de 2 globules polaires. Un ovocyte peut être activé en dehors de toute pénétration d'un spermatozoïde par des stimuli, par exemple par un choc électrique, qui entraîne une augmentation du calcium intracellulaire, c'est ce qu'on appelle la parthénogénèse. Ces ovocytes dégénèrent rapidement.
Environ 12 heures après le début de l'activation ovocytaire, chaque pronoyau est le siège d'une réplication d'ADN en vue de la première mitose de segmentation. À la fin de la réplication, les pronoyaux migrent vers le centre de l'œuf fécondé et se placent presque au contact l'un de l'autre, mais ils ne fusionnent pas encore. Vous voyez ici très bien sur ce schéma les deux pronoyaux qui sont indiqués par les flèches rouges, donc le pronoyau mâle et le pronoyau femelle, et également les deux globules polaires qui sont localisés dans l'espace périvitellin. Chaque pronoyau est le siège d'une prophase au cours de laquelle les chromosomes se condensent et s'individualisent. Les enveloppes des pronoyaux sont détruites et les chromosomes viennent s'aligner sur la plaque équatoriale métaphasique. Il y a alors mélange des chromosomes d'origine maternelle et paternelle en un noyau diploïde unique, c'est ce qu'on appelle la karyogamie. Les étapes ultérieures du développement embryonnaire seront détaillées dans le cours du docteur Sylviane Henbick. Je vous souhaite un bon courage pour vos révisions.